Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette première émission de l'année. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2016. Nous sommes aujourd'hui à la galerie .BZH qui a ouvert ses portes le 21 mai 2015 et qui se trouve rue Louis Pasteur à Brest. Elle expose exclusivement le travail de photographes locaux. Actuellement, la galerie .BZH propose une exposition de Frédéric Lemouillour. Au mois de février, elle exposera le travail de Jacques Hervé et au mois de mars, le travail de femmes photographes. Nous retrouvons dans cette émission Delphine pour la rentrée littéraire du mois de janvier. Et nous reviendrons sur deux rencontres qui ont eu lieu à la librairie avec Boualem Sansal et René Pérez. Boualem Sansal est venu nous présenter son dernier roman, 2084, paru aux éditions Gallimard, pour lequel il a obtenu le Grand Prix du roman de l'Académie française. L'Abystan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, délégué de Yola sur Terre. Son système est fondé sur l'amnésie et la soumission au Dieu unique. Toute pensée personnelle est bannie. Le personnage central, Hati, met en doute les certitudes imposées. Il se lance dans une enquête sur l'existence d'un peuple de renégats qui vit dans des ghettos sans le recours de la religion. Retrouvons tout de suite Boualem Sansal au micro de Laurence. Boualem Sansal, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter 2084, La fin du monde, un roman paru aux éditions Gallimard en août dernier et qui a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Alors il s'agit d'une contre-utopie, mi-fable, mi-conte, qui nous dépeint un pays imaginaire, l'Abystan, qui au terme d'une définitive guerre sainte aurait vaincu l'ancien monde en 2084 et mis en place une véritable dictature religieuse. Alors avec ce livre, vous créez donc un monde de toutes pièces. Comment est-il né sous votre plume et comment, en tant qu'écrivain, vit-on ce rôle de démiurge, de créateur d'un univers? Ce roman est né d'une observation, d'abord. L'observation de ce qui se passe dans beaucoup de pays arabes, à la suite des printemps arabes notamment, où on a vu l'émergence d'un islamisme conquérant qui s'est installé et qui a commencé peu à peu à mettre en œuvre un système, on va dire, totalitaire. Et puis on a vu arriver Daesh, donc vraiment une dictature violente qui s'installe et qui développe une stratégie mondiale. Donc j'avais tous les éléments pour me poser la question, si les choses perduraient ou allaient dans cette direction, où serions-nous dans une cinquantaine d'années? Et ça donne l'Abystan. Alors dès les premières pages de 2084, on plonge dans un système totalitaire. Et puis il y a un élément du pouvoir qui est très important, qui est le langage, une langue qui a pour nom Abilang et qui façonne les esprits et la pensée. Alors comment peut-on expliquer un tel pouvoir de la langue et était-ce particulièrement intéressant à explorer en tant qu'écrivain? La question qui se pose à tout pouvoir d'une manière générale, et notamment les pouvoirs totalitaires, c'est comment contrôler la population. Évidemment, le premier contrôle, c'est un contrôle policier. Il faut une coercition, surveiller les gens et savoir ce qu'ils font et éliminer évidemment tous ceux les opposants. Il faut aussi mettre en scène la violence. La violence, elle doit être présente constamment pour terroriser les gens. Il faut également effacer l'histoire parce qu'il faut que des citoyens ne puissent se rattacher à rien du passé, ni même appréhender l'avenir. Il faut qu'ils vivent dans un éternel présent. Quand on a fait tout ça, on a contrôlé l'individu en tant que tel. Il faut pouvoir maintenant ensuite rentrer dans sa tête. Et donc travailler la langue, lui enlever la langue qui est l'instrument de la compréhension du monde. 2084 fait bien sûr référence par son titre et son contenu au célèbre livre de George Orwell, 1984. Dans ce livre, George Orwell dépeint également un monde totalitaire, mais un monde matérialiste et laïque, alors que vous, c'est une dictature religieuse que vous imaginez. Quelle différence est-ce que cela implique? Je m'étais posé la question, parce que George Orwell, effectivement, est parti d'une réalité et celle qui existait en son temps. Je me suis posé la question, est-ce que le raisonnement développé par George Orwell est toujours valable dans un système laïque? Est-ce qu'il est valable dans un système religieux? Oui et non. Je suis arrivé à la conclusion que oui, le système d'Orwell est valable, mais il faut le compléter. Dans un système religieux où toute la capacité d'aimer des individus est absorbée par l'amour de Dieu, ça devenait, pas impossible, mais ça devenait artificiel. C'est pour ça que j'ai mis mon héros, mon petit héros, dans une situation où il subit un certain nombre de stress. Il est dans un asile, il se passe des choses dans cet asile du bout du monde.
il entend parler de choses bizarres, d'attaques contre des caravanes, il entend parler d'une frontière. Et voilà, tout ça, c'est des choses totalement inconnues dans son univers et qui amorcent la pompe à question. Voilà. C'est comme ça que Hattie entre dans un questionnement, un cheminement qui, de la simple question, mène au doute et du doute à la révolte. René Pérez, aujourd'hui presque retraité, qui a notamment occupé le poste de directeur des rédactions du Finistère du Télégramme, est venu nous présenter son ouvrage « Canard à l'armoricaine » paru aux éditions Dialogue. Le journalisme, il le fréquente depuis plus de 40 ans. Il fut et reste un observateur attentif de la vie politique bretonne. Ici, il change de registre pour nous faire pénétrer dans les coulisses de la presse régionale bretonne, qui figure parmi les meilleures de France. Fidèle à son style jubilatoire, René Pérez nous livre de nombreuses anecdotes cocasses dans le sillage de Nicolas Sarkozy, François Hollande, Olivier de Kersauzon, Sylvester Stallone et bien d'autres. Il retrouve ici son complice Nono, avec qui il a co-signé dans le Télégramme quelques dossiers d'une drôlerie débordante sur la Bretagne et les Bretons. René Pérez répond aux questions de Laurane. Bonjour René Pérez. Bonjour. Canard à l'armoricaine vient de paraître aux éditions Dialogue, sous-titré « De l'ère du plomb au numérique, balade insolite dans les coulisses de la presse bretonne ». René Pérez, vous avez passé 40 ans au sein du quotidien régional Le Télégramme. Vous y avez vécu de folles aventures, y avez fait de belles et riches rencontres. À la lecture de ce livre, on ressent que le métier de journaliste vous a pleinement épanoui. Pourquoi avoir souhaité écrire cet ouvrage ? J'ai souhaité l'écrire parce que pendant toute ma carrière, je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas très bien comment marche la presse en général, la presse bretonne en particulier, et qu'ils ignoraient qu'on est dans une des rares régions de France où il y a encore une véritable concurrence entre les... Malheureusement, dans plus de la moitié des départements français aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus qu'un seul quotidien régional. Nous, on a la chance d'en avoir deux, et qui sont classés parmi les meilleurs de France, qui ont d'excellents résultats. Et j'ai voulu le dire de façon insolite, de façon cocasse, en racontant quelques-unes des aventures que j'ai connues dans ce métier-là. Plutôt que de faire une thèse de doctorat sur la presse qui n'aurait intéressé personne, je me suis dit que si je racontais quelques-unes de mes aventures, ou d'aventures survenues à certains de mes collègues, ce serait sûrement plus intéressant. La concurrence entre Ouest France et le Télégramme est réelle. Elle a toujours existé et reste en vigueur. Pouvez-vous nous citer quelques exemples de cette rivalité plutôt sympathique ? C'est une rivalité de tous les jours. Tous les matins, pour savoir si ce qu'on a fait la veille est bien ou pas, il suffit d'ouvrir le concurrent. Cette concurrence en Bretagne est extrêmement stimulante. Alors il y a des exemples quasi quotidiens. Moi, j'ai pris ce qu'on appelle des ratages. J'en ai pris un gros ici à Brest, quand le CEDOF a été pratiquement pris en otage par la justice ici. On n'était pas très loin de l'endroit où s'est passé l'épisode, où il y avait un huissier qui était monté, etc. Et on ne l'a pas su. Et ça me reste encore au travers de la gorge. Et je pense que même sur mon lit de mort, je verrai un bateau passer, peut-être avec la tête de Kersauzon, et j'entendrai un truc, le CEDOF, ça a marqué toute ma carrière. Prendre un ratage comme ça, mais c'est ce qui fait aussi le sel de ce métier, c'est la concurrence. Je ne m'imagine pas travaillant dans un endroit où il n'y a pas de concurrence, parce que notre seule référence, c'est le concurrent. Vous expliquez la naissance d'un de vos billets dans le Télégramme au matin d'un match de Coupe de France qui oppose Guingamp à Rennes. Ce billet a obligé Nicolas Sarkozy à assister au match qu'il avait décidé de boycotter. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est pour vous le rôle du billet dans un quotidien ? Alors le billet, c'est une respiration. C'est une respiration dans le journal parce qu'on le voit surtout en ce moment. Quand on voit à quel point l'actualité est plombée, on imagine la tête du lecteur quand il met son euro sur la table, qu'on lui donne, qu'il prend un journal, et quand on voit ce qu'il lit, il y a des jours où on se dit qu'on lui vole un peu son euro. Donc il y a des amortisseurs dans le journal qui sont prévus quand l'actualité est aussi lourde. J'ai toujours trouvé que le billet était une forme de respiration qui apportait un petit peu de fantaisie. Je me suis un peu spécialisé là-dedans et j'ai dû en faire, je dois en être aujourd'hui à 700 ou 800 ou pas loin d'un millier de billets, puisque j'en fais un toutes les semaines, au moins un toutes les semaines. Celui-ci était un peu particulier. On me l'a commandé à 22h, alors que j'étais en train de préparer à dîner à des amis chez moi, en me disant « Sarkozy, viens pas au match demain soir, Guingamp-Rennes, tu as une demi-heure pour nous faire un papier ». Et j'ai écrit cet article en pensant que le lendemain, plus personne ne s'allait passer au milieu de tout le reste de l'actualité. Eh bien non, le lendemain, cet article, à ma grande surprise, a été repris le matin par Yvan Levaille dans sa chronique de France Inter. Et comme il ne se passait rien du tout ce jour-là en France, ou quasiment rien,
Ça a été repris ensuite par l'AFP et c'est tellement monté en épingle tout au long de la journée qu'à 17h, plusieurs ministres ont appelé Nicolas Sarkozy en lui disant qu'il fallait absolument qu'il vienne au match et on lui a envoyé un avion spécialement et il est venu au match voir la finale de la Coupe de France Rennes-Guingamp qu'il avait décidé de boycotter parce que à 22h le soir j'avais écrit un tout petit truc en pensant que ça passerait dans les oubliettes de l'histoire naturellement. De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Delphine pour ses coups de cœur de la rentrée littéraire du mois de janvier. Bonjour Delphine. Bonjour Marion. Donc ton premier coup de cœur est le dernier ouvrage de Philippe Claudel, que nous aurons d'ailleurs le plaisir de recevoir début mars. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Il s'agit donc du dernier roman de Philippe Claudel, L'arbre du pays de Toraya. L'histoire est celle d'un cinéaste endeuillé par la mort de son meilleur ami et qui tente de se questionner sur l'existence, l'amour et l'amitié surtout. Grâce à la métaphore d'un rituel mortuaire indonésien, Philippe Claudel, ou plutôt son personnage, égrène le cycle d'une vie avec beaucoup de bienveillance et offre à son ami la plus belle des sépultures, des mots, un écrit. Ce titre, L'arbre du pays de Toraya, sonne un peu comme une promesse, la promesse d'un livre doux et apaisé. C'est ce que j'ai ressenti en refermant le dernier roman de Philippe Claudel, même s'il est question de la mort. Et donc ton deuxième coup de cœur est un roman en grand format également. Oui, il s'agit de Lynne Dallé pour son livre Romane, édité chez Bourgois. Elle, la narratrice, est une écrivaine sensible et psychologiquement fragile, ou plutôt incomplète, aurait dit sa mère, depuis la mort de son frère cadet à la naissance. Elle vit avec B depuis 10 ans, un homme réaliste et réconfortant. Suite à une rupture d'anévrisme, elle revisite les différentes strates de son cerveau en quête de son alter ego, ce frère sublimé qu'elle trouvera peut-être en la personne de Roman, un jeune homme écorché vif. À leur autofiction ou mise à nu, on poursuit elle dans la quête borderline de sa moitié. Tu as choisi un roman en poche sur cette rentrée du mois de janvier. Oui, il s'agit du livre de Gaël Josse, Le dernier gardien d'Ellis Island, aux éditions J'ai lu. Alors si un jour vous avez visité le musée de l'immigration d'Ellis Island à New York, vous comprendrez d'autant mieux le pourquoi de ce livre. En 1892, Ellis Island représentait pour les migrants venus d'Europe à la fois un seuil et une épreuve. Nous sommes en 1954 et le centre d'Ellis Island va définitivement fermer alors qu'un homme se souvient. À la manière d'un journal intime, John Mitchell, le directeur d'Ellis Island, fait son propre examen de conscience et sous la plume de la romancière redonne vie à ses visages. C'est un livre émouvant qui fait la part belle à l'humain et à la compassion. Je te remercie Delphine. Merci Marion. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous laisse découvrir les très belles rencontres qui auront lieu prochainement. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain.